Voilà. Bonjour Mesdames, Messieurs, je vous remercie d'être présents en cette dernière journée avant Noël. Nous profitons ce matin de votre présence nombreuse, que je remercie, pour présenter les arguments du Conseil fédéral dans sa campagne contre l'initiative pour une caisse maladie unique et sociale. Monsieur Couchepin est entouré de Monsieur Zeltner, directeur de l'Office fédéral de la santé publique, et de Monsieur Indra, qui est responsable de la section assurance maladie et accident. Je donne la parole à Monsieur Couchepin. Mesdames, Messieurs, tout d'abord merci de votre présence. Nous allons aborder aujourd'hui le problème de l'assurance maladie et plus particulièrement l'initiative populaire fédérale pour une caisse maladie unique et sociale. Je crois que c'est le bon moment pour faire cette conférence de presse. Depuis quelques jours, il y a un débat sur le problème du financement de la campagne. Je crois que c'est un débat intéressant et nécessaire, mais c'est un débat secondaire. Le débat doit porter avant tout sur l'initiative elle-même, même si c'est tout à fait acceptable de discuter aussi sur des problèmes annexes. Mais il ne faut pas que les problèmes annexes cachent le fond du problème, qui est l'initiative elle-même. Or, j'ai quand même le sentiment, depuis quelque temps, que les partisans de l'initiative sont un peu gênés de discuter du texte de l'initiative lui-même, et ils préfèrent discuter sur des problèmes annexes tels que celui du financement de la campagne. Alors, aujourd'hui, mon but, ce n'est pas de répondre aux arguments politiques de ces derniers jours, mais de discuter la caisse unique et discuter de l'initiative elle-même. Tout d'abord, pourquoi nous sommes contre? Le premier point, c'est que l'initiative dite la caisse unique entraîne un abandon de la concurrence entre compagnies d'assurance maladie. On le sait, les compagnies d'assurance maladie n'ont pas toujours une réputation idéale. D'une certaine manière, c'est assez normal puisque le contact régulier qu'elles ont avec les citoyens, c'est de les appeler à payer leurs primes. On n'aime jamais beaucoup ceux qui vous demandent de payer de l'argent régulièrement. Mais ce qui est vrai, c'est que la concurrence a augmenté entre les compagnies d'assurance maladie au cours de ces derniers mois, ces dernières années, et ça a quelque chose de positif. Le côté positif, c'est qu'elles deviennent plus innovatrices. Et on voit certaines compagnies d'assurance se profiler en offrant des prestations plus spécifiques, des managed care, des nouvelles formules d'assurance. Si un jour, par malheur, il y avait une caisse unique, cette capacité d'innovation disparaîtrait. Or, le système de santé de l'avenir, c'est un système qui est techniquement modernisé, avec des progrès techniques, mais aussi avec une innovation dans les systèmes, une innovation dans les offres et une adaptation de l'offre de santé aux besoins des citoyens. Avec la caisse unique, tout cela disparaîtrait. Il arrive assez souvent qu'on fasse la comparaison du côté des partisans de la caisse unique avec l'AVS. C'est une comparaison qui n'a pas de raison. On a tous 65 ans au même moment. Pas au même moment, mais lorsqu'on a atteint 65 ans. Tandis que dans le système de santé, il y a des besoins différents, très différents, et c'est nécessaire qu'il y ait des offres diversifiées. Avec la caisse unique, les offres diversifiées disparaîtraient. On nous dit aussi, gérer l'AVS, c'est meilleur marché que gérer l'assurance maladie. Enfin, gérer l'AVS, c'est relativement simple. Encore une fois, on sait quand quelqu'un a 65 ans, et ce n'est pas possible de ne pas le savoir. Tandis que les systèmes d'assurance maladie sont beaucoup plus complexes et nécessitent une administration plus vaste, soit pour le contrôle, soit pour répondre aux besoins des clients. On nous dit si on réunissait toutes les compagnies d'assurance maladie en une seule, on réduirait les coûts. Moi, je réponds toujours, est-ce que vous croyez vraiment que si vous réunissez Coop, Denner et Migros sous un même toit, les coûts de la nourriture vont baisser parce qu'ils n'ont plus besoin de faire de la publicité? Personne ne croit ça.
Personne ne croit ça, tout simplement parce que la concurrence force chacun à être plus efficace et à améliorer ses prestations, même s'il y a un certain nombre de frais de marketing ou de publicité pour mettre en valeur ce qui fait la qualité spécifique de chaque entreprise. Donc, pas de baisse des coûts. D'ailleurs, les partisans de l'initiative ne prétendent pas ça. Je n'ai pas lu un seul argument des partisans de l'initiative qui dit qu'on aurait une baisse des coûts. Ils disent qu'on aurait plus de transparence, voire il y aurait plus de concurrence, mais pas plus de transparence, mais pas de baisse des coûts. Personne n'ose le prétendre. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, caisse unique, ça signifie prime unique de Romanson à Genève et de Chiasso à Bâle. Or, on sait que les assurés coûtent pas la même chose à Romanson et à Genève, à Chiasso et à Bâle. Un assuré coûte en moyenne 302 francs par mois à Genève contre 155 francs à Appenzell. La prime unique ferait que, probablement, les coûts s'unifieraient en Suisse et probablement à la hausse. Les franchises disparaîtraient aussi. Or, on sait qu'aujourd'hui, 50% des assurés choisissent un système de franchise. La caisse unique provoquait probablement une sorte de révolution dans le système de santé suisse. Or, le système de santé suisse, même s'il est cher, est un système qui, en général, donne satisfaction, les enquêtes d'opinion le disent, donne satisfaction aux Suisses. Les prestataires de soins sont bien implantés sur tout le territoire. Il y a une offre de proximité. Ça signifie que les acteurs du système de santé suisse travaillent bien dans l'ensemble. Et je tiens à leur rendre hommage. Les professionnels, médecins, personnel médical, personnel actif dans les hôpitaux et autres institutions telles que les EMS travaillent bien. Moi, je prétends que malgré toutes leurs faiblesses et tous leurs défauts aussi, les assureurs maladie, même s'ils ne sont pas très populaires, travaillent bien. En tous les cas, ils ont beaucoup investi ces dernières années pour le contrôle des coûts. Et c'est peut-être aussi une partie de l'explication de leur faible popularité auprès de certains prestataires de soins, c'est qu'en ayant investi dans le contrôle ces dernières années, ils ont aussi provoqué pas mal d'irritation auprès de prestataires de soins qui sont obligés aujourd'hui d'être beaucoup plus attentifs que dans le passé à l'économicité de leurs prestations. Le système de santé suisse est dans l'ensemble bon, même s'il est relativement cher. On sait qu'il a un problème de coût. Ce n'est pas un problème définitivement résolu, mais la tendance de ces dernières années va dans le bon sens. Les coûts cette année sont encore mieux maîtrisés et j'ai bon espoir que l'an prochain, on va encore le faire. Mais ça signifie des efforts importants et la caisse unique n'apporterait rien dans ce domaine-là. Quel intérêt auraient, j'y reviendrai dans un instant, les gérants de la caisse unique à réduire les coûts? On y revient dans un instant. Or, c'est à travers des mesures sectorielles qu'on arrive à contrôler les coûts. C'est ce que j'ai fait, c'est ce que nous avons fait avec les génériques, c'est ce que nous avons fait hier, le Conseil fédéral, avec la décision sur les radiologues, c'est ce que nous avons fait hier en approuvant pour une durée limitée l'accord avec les pharmaciens, les invitant à développer les certes de qualité. Or, l'initiative caisse unique n'apporte aucune réponse au problème des coûts. Tout au contraire, c'est probablement une machine à provoquer la hausse des coûts. Pourquoi? Regardez comment elle sera gérée et par qui elle sera gérée. Lisez le texte de l'initiative, l'alinéa 2. La caisse unique sera gérée par les prestataires de soins, évidemment qui n'ont pas un intérêt massif à réduire les coûts, par l'État cantonal, qui est propriétaire des hôpitaux. Ils n'ont pas un intérêt massif à réduire les coûts dans la mesure où ça concerne les hôpitaux dont ils sont propriétaires, et par un troisième groupe vague, qui est les représentants des patients. Nous sommes tous patients potentiels et nous sommes tous assurés. Qui sont
ces représentants des patients? Qui sont ces personnes auto-désignées comme représentants des patients? Et comment seraient-ils désignés? Par quelle procédure, démocratique ou non démocratique? Est-ce qu'on aurait là une sorte de groupe de militants qui se déclareraient ou se porteraient porte-parole de l'ensemble des patients? Mais ces trois groupes ensemble géreraient la caisse maladie unique, seraient appelés à définir les prestations. Quel intérêt ont-ils à essayer d'être innovatifs au risque de déplaire aux prestataires de soins, au risque de déplaire aux propriétaires des hôpitaux, au risque de déplaire aux militants des organisations de patients? La caisse unique est d'une certaine manière, du point de vue institutionnel, un monstre non démocratique. Et c'est ce monstre non démocratique qui devrait fixer l'impôt nouveau. Parce que la prime prévue par l'initiative est en réalité un impôt, puisque ce n'est plus lié à une prestation, c'est en fonction de la capacité économique de chacun. On peut discuter pour savoir si c'est juste ou si c'est faux, mais en tous les cas, ce qui est vrai, c'est que c'est un impôt, c'est la définition même de l'impôt, c'est quelque chose qui est prélevé indépendamment des prestations qui sont données. Aujourd'hui, on a des primes en fonction des prestations, elles sont adaptées par canton, sont adaptées en fonction des franchises. Demain, ce serait un impôt. Et qui déciderait du niveau de ce nouvel impôt? Nos services ont calculé, ça représente environ au minimum 70% d'un impôt cantonal. Qui déciderait du niveau de l'impôt? Le conseil d'administration de la Caisse, composé des prestataires de soins, des propriétaires des hôpitaux et des représentants autodéclarés des patients. Ou alors est-ce que c'est le Parlement qui serait chargé, ce qui serait plus démocratique, de fixer chaque année le niveau d'impôt nécessaire pour couvrir les frais de l'assurance maladie? Mais si c'est le Parlement, est-ce que vous imaginez le Parlement chaque année voter, si les coûts explosent, comme ce sera probablement le cas, si le système passe, 5 ou 10% d'augmentation d'impôts chaque année, y compris l'année qui appelle un Standortbestimmung avant la Wahljahr? C'est quelque chose d'étrange qui aboutirait à coup sûr à ce qu'on ne donnerait pas l'argent nécessaire au système et le système serait très rapidement endetté, comme sont les systèmes de sécurité sociale en France et dans d'autres pays. C'est donc un impôt santé qu'on veut introduire, mais un impôt santé qui serait soit décidé par le conseil d'administration, et c'est quand même étrange qu'on privatise les décisions de fixer l'impôt, ou alors c'est fixé, ce qui serait plus démocratique, par le Parlement. Mais comment est-ce qu'on assure que le système de santé ne serait pas continuellement en état de déficit, le Parlement hésitant chaque année à voter une augmentation d'impôt de 5, 7 ou 10%, comme ce serait le cas s'il n'y a plus de contrôle des systèmes de santé? Voilà, je crois que, en résumé, le système ne mérite pas d'être bouleversé, doit être amélioré. Le nouvel impôt de santé serait certainement négatif pour la classe moyenne, qui supporterait le poids de ce nouvel impôt. La structure de la Caisse rendrait impossible une adaptation à l'évolution avec des offres différenciées. Le problème de l'augmentation des coûts n'est pas réglé. Les frais d'administration ne diminueraient pas. Quelle raison ils auraient de diminuer, puisqu'il n'y aurait plus de concurrence entre caisses? Et puis, le dernier point sur lequel je vais insister, c'est le problème de la période transitoire. Si l'initiative passe, on donne aux législateurs 2 ou 3 ans, c'est 2 ans ou 3 ans? 3 ans pour transférer l'ensemble des activités des caisses à la caisse unique.
Or, nous savons qu'aujourd'hui, les caisses ont entre 10 et 15% de réserves, plus des provisions pour les cas survenus durant l'année précédente et dont les factures arrivent plus tard, des provisions qui oscillent entre 25 et 30%. Donc 10 à 15% de réserve, plus des provisions 25 à 30%. Et si l'initiative passe, 3 ans plus tard, les caisses doivent remettre toutes leurs activités, y compris les réserves, à la caisse unique. Le bon sens nous dit que durant ces 3 ans, les caisses maladie vont essayer de liquider toutes leurs réserves pour s'attirer le plus grand nombre possible de clients qui resteraient après pour les complémentaires. Ça va être pendant les 3 ans, entre le moment où l'initiative est votée, malheureusement acceptée, et le moment où entre en vigueur la caisse unique. Ça va être un gigantesque gaspillage. Et je m'adresse là à nos amis vaudois et genevois, dont les médecins, pour des raisons qui ne relèvent probablement pas de la plus haute pensée politique, mais peut-être simplement d'irritation, qu'on peut comprendre un peu, mais qui ne doit pas justifier un vote, ont voté en faveur de la caisse unique. Chacun sait que, pour des raisons que je n'arrive pas à comprendre, honnêtement, mais qui existent, certains cantons, Zurich, Vaud, Genève et quelques autres, ont des réserves plus importantes que ce qui était nécessaire. Donc ces cantons, au cours de ces dernières années, se sont constitués une sorte de carnet d'épargne. Et nous avons la volonté maintenant de réduire ce carnet d'épargne. Par conséquent, dans ces cantons, les années prochaines, les primes seront freinées et le carnet d'épargne sera ramené au niveau normal, moyen, des réserves en Suisse. Et alors, au moment même où on a reconnu le problème et où on a la volonté de faire bénéficier les citoyens et citoyennes de ces cantons du carnet d'épargne qu'ils ont constitué au cours de ces dernières années, on veut passer à la caisse unique, c'est-à-dire la remise du carnet d'épargne vaudois, genevois ou zurichois à la caisse unique. Ça, si c'est un comportement anti-économique, c'est un comportement anti-économique. Lorsque pendant des années, peut-être de manière étrange, je dois le dire, on a constitué un carnet d'épargne, tout d'un coup, au moment où on dit il y a le carnet d'épargne, eh bien on veut que vous en profitiez et vos primes monteront moins vite parce qu'on réduit la réserve surabondante que vous avez. Au moment même où on reconnaît ça, vous dites non, on veut donner le carnet d'épargne à la caisse unique. Si les cantons de Vaud et Genève soutiennent une telle attitude, alors j'ai un peu de souci pour leur rationalité économique. Et je les invite à réfléchir à cet aspect du problème. Est-il intelligent, au moment où on a reconnu qu'ils avaient des réserves trop abondantes, de les donner à la caisse unique alors qu'ils peuvent en profiter dans les années qui viennent? Voilà quelques arguments légers, faciles, compréhensibles, qui devraient inciter le peuple suisse à repousser l'initiative en faveur de la caisse unique, pour laquelle, je dois dire, je ne trouve aucun avantage, sinon que ça permet de se venger de certaines irritations provoquées par les caisses maladie, qui ne sont pas toujours les plus extraordinaires machines de relations publiques qu'on puisse imaginer. Merci, Monsieur le Conseiller fédéral. Je vous suggère de poser les questions qui n'ont pas été abordées ou qui vous titillent encore à Monsieur le Conseiller fédéral ou à Monsieur Zeltner ou Monsieur Indra, qui répondront aussi volontiers à vos questions. Monsieur Guillaume. Je n'ai pas compris à quoi faisait référence ces 70% de l'impôt cantonal. Oui. Donc l'initiative prévoit que les primes ne seraient plus payées en fonction des coûts, mais en fonction de la capacité économique des personnes. Donc, quand on prélève une prestation en fonction de la capacité économique d'une personne, c'est un impôt.
Et après, il faut calculer cet impôt. Combien il représenterait? Bien, vous calculez les coûts du système de santé pris en charge par l'assurance maladie et vous transférez ça sur l'ensemble de la population. J'imagine que ceux qui aujourd'hui, par exemple, sont subventionnés à 100% ne vont quand même pas être chargés par l'impôt nouveau, encore que c'est possible. J'imagine aussi qu'il y aura quand même un plafond. Vous n'imaginez pas que quelqu'un payerait 30 ou 40 millions d'assurance maladie par an, ou s'ils doivent le payer, je doute qu'il y ait beaucoup de Johnny Hallyday qui s'installent à Gstaad. Si demain ils doivent payer 20 ou 30 millions, ou 10 millions, ou 15 millions par an pour l'assurance maladie. Donc à la fin, le poids du système reposera sur la classe moyenne, comme d'habitude. Et alors les calculs ont été faits. Santé Suisse, j'allais dire, c'est son rôle, aboutit à la conclusion que ce serait l'équivalent d'un impôt supplémentaire cantonal, 70% de l'impôt cantonal environ, 80% de l'impôt cantonal, et nous disons, on est plus prudent, plus conservateur, c'est au minimum 70% de l'impôt cantonal. Au début, parce que je suis convaincu que le système de la caisse unique est une machine à provoquer l'emballement des coûts. Parce que rien ne permet de limiter les coûts, puisqu'il n'y a plus de rapport entre la prime et la prestation. Elle serait gérée par ceux qui ont un intérêt à ce qu'il n'y ait pas trop de limitation des coûts, et il n'y a plus de concurrence. Donc, c'est une machine à provoquer l'emballement des coûts. Par conséquent, 70% au départ, c'est le calcul qui a été fait. Ja. Also, wenn man den Text der Initiative liest, sieht man, dass es nicht gesagt. Man spricht von Einheitskasse, und wenn man spricht von Einheitskasse, man sollte vermeiden zu sagen, aber wir werden das über 26 verschiedene Kassen umsetzen. Es ist ein Widerspruch mit dem Text der Initiative. Aber nehmen wir an, dass wir 26 Einheitskassen haben. Es ist nicht mehr eine Einheitskasse, aber es wäre so, in jedem Kanton eine andere Kasse. Ja, es würde heißen, dass der Steuer, weil um diese Kasse zu finanzieren, braucht man eine Steuer, also diese berühmte Gesundheitssteuer. In jedem Kanton würde man ein anderes Steuer haben. Wer würde das entscheiden? Die Ärzte von Genf und die Leistungserbringer von Genf, plus der Staat Genf, der Eigentümer des Spitals ist und dazu noch die sogenannten Vertreter der Patienten. Wer wird das entscheiden? Oder jedes Großrat von jedem Kanton? Das ist nicht logisch. Wenn es gibt eine Einheitskasse, wird es eine einzige Kasse in der ganzen Schweiz, normalerweise. Oder sonst, es geht in Richtung Chaos. Oui, monsieur, attendez, vous? Je t'en prie. Que les services de M. Zeltner ne font plus de contrôle sur la caisse unique. Mais je veux dire, vous dites que ce sera géré par le conseil qui compte les trois parties, les patients, les prestataires, etc. Mais je veux dire, les services de M. Zeltner, ils auront encore un rôle dans la... Aujourd'hui, les services de M. Zeltner vérifient les primes, vérifient qu'il n'y a pas trop de réserves, vérifient qu'il n'y a pas assez de réserves, vérifient que le système fonctionne et qu'on ne va pas vers une catastrophe. Normalement, que les assurances maladies ne prennent pas des risques qui risqueraient de les amener à la faillite ou à l'enrichissement individuel des dirigeants de caisse. À l'avenir, je ne vois pas quel serait le rôle de l'État, puisque la caisse unique, au nom de quoi on irait lui dicter sa politique de prime? Oui, parce qu'on doit éviter qu'il y ait une faillite, on doit éviter qu'il y ait des faillites, on doit éviter que certaines caisses n'arrivent pas à faire face à leurs obligations. Au nom de quoi, demain, si à la caisse unique,
on irait se mêler de la gestion puisque les ressources sont assurées par l'impôt. Et si, comme vous pensez, ce serait, disons, qui est pas mal géré, mais qui est une spirale inflationniste dans la politique, pourquoi est-ce que vous ne pourriez pas intervenir? Parce que l'initiative ne prévoit aucun contrôle par la Confédération de la gestion de la caisse. Lisez le texte de l'initiative, il n'y a rien qui prévoit un contrôle par l'administration fédérale. Aujourd'hui, si, on prévoit qu'on a une responsabilité sur la Confédération, la compétence d'organiser l'assurance maladie. Mais là, lorsqu'il y aura... Oui, complété, remplacé par ce texte. Oui. Herr Bundesrat, Sie sagen, Sie haben hier die Zahl von 999 Millionen Verwaltungskosten 205 aufgeführt. Woher stammt diese Zahl? Erste Frage. Und zweitens, sind da die Werbekosten mit einbegriffen? Und meine zweite Frage, Sie sagen, das System benötigt aber rasche Anpassungen. Können Sie uns noch mal erzählen, wie rasch diese Anpassungen in Ihrem System mit dem TARMED funktioniert hat? Oui, mais j'ai pas compris la question. C'est quoi la question? Entschuldigung, ich bin langsam ein wenig. Also die 990 Millionen, tout ça vient. Wo ist die 990 Millionen? Und Wo haben Sie 990 Millionen gefunden? Page 2 de quel texte? Ah, les frais d'administration. c'est juste. Oui. Là-dedans. Oui, oui. Et on sait qu'ils sont extrêmement bas. Ils sont, je n'ai pas le chiffre ici, mais c'est connu. Écoutez, il faut essayer de retrouver ça dans les documents qu'on a. On sait que les frais d'administration représentent 5,3% des primes payées et les frais de publicité, honnêtement, c'est 100 millions, je crois que c'est environ par an pour l'ensemble des caisses. Mais là-dedans, il y a aussi de la publicité pour les Zusatzversicherung. Alors, si vous calculez les coûts sur 17 milliards, 100 millions pour la publicité, pour l'information, parce que la publicité, c'est aussi de l'information, c'est pas un chiffre qui permet d'espérer de grandes économies si vous le supprimez. Par contre, l'information va disparaître. Or, la publicité, c'est aussi de l'information. La deuxième question, c'était quoi? La rapidité des décisions. Pourquoi aujourd'hui, avec le TARMED, ce n'est pas très rapide non plus? Non, mais il ne faut pas tout mélanger. Le TARMED, c'est un système de paiement des prestations. Alors, il y a des négociations entre les partenaires tarifaires, Santé Suisse, et les différents partenaires. C'est quelque chose qui ne va pas très vite, mais quand on parle de la capacité d'adaptation, c'est des décisions comme par exemple la décision sur les génériques, la décision d'introduire un nouveau système de managed care, la décision de modifier des tarifs secondaires. Qui aura intérêt à prendre des décisions rapides dans un conseil d'administration tripartite dans lequel les propriétaires des hôpitaux, les Leistungserbringer et les sogenannten représentants des patients gèrent la caisse? Qui aura un intérêt à prendre des décisions, notamment en matière de coûts? Personne. Personne. Donc les décisions seront toujours prises dans une sorte de compromis entre les différents partenaires. Je te donne ceci, mais tu me donnes ça, tu te tais ici, mais je te donne ça. C'est un système qui est bloqué dès le départ. Personne n'a d'intérêt à agir. Et en plus, les recettes
recettes sont garanties puisque c'est un impôt qui doit être adapté en fonction des besoins. Qui a un intérêt à prendre des décisions? Je vous assure que ce sera moins bien que la commission du Conseil aux États où les gays sont représentés majoritairement. Vous savez, là, il y a d'abord le contrôle démocratique, il y a le deuxième conseil et il y a le conseil fédéral. Si vous avez remarqué, l'an passé, ou c'était il y a déjà 2 ans, je me suis assez violemment opposé à une solution qui était préconisée par le Conseil des États, et les cantons aussi. Et à la fin, on est revenu en arrière et on a trouvé une solution consensuelle. Mais vous pensez justement que ce système tripartite, il fonctionnerait moins bien que dans le cas de la SUVA, qui s'occupe d'une partie de l'assurance accident et qui n'est pas non plus un moloch administratif comme vous le créez? Alors, tout d'abord, la SUVA n'est pas organisée avec les prestataires de soins. Il y a les patrons et les ouvriers qui ont un intérêt commun, que les primes soient le moins élevées possible. Donc les intérêts sont convergents dans le système de la SUVA. Vous n'avez pas introduit là-dedans encore les propriétaires des hôpitaux qui traiteraient les employés de la SUVA, les clients de la SUVA et les prestataires de soins. Je crois que dans un système de santé, vous ne pouvez pas confier la gestion de la caisse à ceux qui sont payés par la caisse. Or, le système préconisé, c'est exactement ça. L'État est propriétaire des hôpitaux, les prestataires de soins bénéficient des prestations de la caisse, et c'est à eux que vous confiez la gestion de la caisse. Il y a probablement un problème institutionnel. À la SUVA, ceux qui gèrent la caisse, patrons et ouvriers, ont un intérêt commun, que ça fonctionne et que les prix soient les plus modérés possibles. C'est totalement différent. J'ai un problème avec votre définition de l'impôt. Donc, si je vous entends bien, les cotisations salariales, l'ABS, c'est aussi un impôt alors? Non, puisqu'on a une rente ABS aussi en fonction de ce qu'on a payé durant sa vie. Il y a des gens qui ont le minimum, d'autres le maximum. Il y a un élément de solidarité, c'est vrai, mais l'ABS n'est pas un impôt puisque la rente dépend de ce que vous avez payé au cours de votre vie, de 1 000 à 2 000 francs. Tandis qu'ici, vous n'avez plus aucun rapport avec les prestations. Ce serait uniquement en fonction de la capacité économique. Et le souvenir que j'ai de l'université de Lausanne, où j'ai fait mes études de droit, c'était la taxe doit correspondre à une prestation et l'impôt est indépendant de la prestation. Alors ici, c'est totalement indépendant de la prestation puisque c'est en fonction de la capacité économique. La prime, aujourd'hui, c'est comme une prime d'assurance. C'est en fonction des risques et vous avez plus ou moins vous payez plus ou moins, mais c'est une prime d'assurance, puisque c'est adapté en fonction des risques pour chacun. Les risques sont pratiquement les mêmes. C'est clair. Vous pouvez tomber malade, vous comme moi, mais on paye la même prime, sauf si vous avez un problème économique. Là, c'est un autre problème, c'est un aspect social. Et c'est une prime, tandis que l'autre côté, c'est un impôt. Plus de rapport avec la prestation. Et si vous prenez une franchise, vous avez une prime moins élevée. Parce que c'est une prime. Demain, si la caisse unique passe, il n'y a plus possibilité d'avoir des franchises différentes. Et plus personne ne prendra des franchises. Il n'y aura plus de franchises, il n'y aura plus de raison d'avoir des franchises, puisque c'est en fonction de la capacité économique. C'est là qu'on voit bien que la prime actuelle, c'est une prime, puisqu'elle est adaptable en fonction de vos souhaits, avec un fort élément de solidarité, c'est vrai, à travers l'impôt qui subventionne une partie de l'assurance maladie. Vous n'êtes pas d'accord? Alors on va reprendre nos livres de droit et on va reprendre la doctrine en matière de droit. L'impôt, pour moi, c'est un prélèvement qui n'a pas d'affectation définie. Non, ce n'est pas la bonne définition de l'impôt. Référez-vous au traité de droit administratif du professeur Zwallen. Voilà. Autre question?
Je vous remercie et bonne fête de fin d'année.